Bonjour à toutes et à tous, je suis Cyril Rognat, responsable de la recherche marché. C'est un plaisir de vous, avoir ce matin avec nous pour ce dernier numéro, de l'année, de nos calls mensuels Monthly Preview. J'ai la chance d'avoir avec moi en fait 2 collègues de la recherche, Eya Chamaki, que vous connaissez probablement, qui est l'une de nos stratégistes taux. Bonjour Eya. Bonjour. Et Adrien Camat, notre économiste France, zone euro et aussi Belgique. Salut Adrien. Bonjour Cyril, bonjour à Voilà. tous. Mes 2 collègues, discuteront en fait de sujets assez importants, marquants sur cette fin d'année bien entendu, qu'on continuera d'évoquer, assurément en fait, l'année prochaine. Donc voilà, ce sera un peu, l'un de nos nombreux fils rouges de 2025. Je parle bien entendu en fait de la France, voilà, de la France, qui continue de faire de l'actualité. Très récemment, voilà, c'était cette décision, malheureuse, mais prévisible en fait de Moody's. On va bien entendu parler aussi avec Adrien, en plus de la France, en fait, de cet outlook économique pour la zone euro avec, peut-être un tout petit peu de dégradation additionnelle et ça pèsera bien entendu sur les décisions, des banques centrales avec, voilà, une semaine très marquée par les banques centrales. Hier soir, c'était la Fed. Ce matin, la banque centrale, du Japon. Dans quelques heures, ce sera la BE et bien entendu la semaine dernière, c'était la Banque centrale européenne et c'est plutôt, Eya qui nous parlera en fait de ces, décisions de banque centrale et la façon dont, elles ont marqué l'actualité, la façon dont elles marqueront aussi bien entendu, les marchés en 2025 et hem et nous on va essayer de voilà de vous présenter ce qu'on juge être le bon positionnement vis-à-vis en fait de ces décisions, bien entendu en fait de banque centrale. On parlera aussi avec Eya un tout petit peu d'OAT pour, et de nos anticipations en fait sur les obligations françaises heu, pour, heu, pour aller un tout petit peu plus loin sur ce sujet qui est particulièrement important. Je vais tout de suite laisser la parole, voilà, à mes collègues et notamment à Adrien. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions, via, le petit bouton, Q&A, que vous trouverez, voilà, sur votre application Teams et commençons, tout de suite. Adrien, alors l'outlook, on va commencer un tout petit peu par la zone euro. On a eu des décisions, des annonces de banques centrales qui ont révisé en fait à leur baisse leurs perspectives de croissance pour 2025. Je pense à la Banque de France, je pense à la BUBA. Heureusement, la Banque d'Espagne ne l'a pas fait. C'est peut-être la bonne nouvelle. Voilà, des challenges comme tu le dis, de façon assez juste, heu, qui paraissent assez importants en fait sur 2025. Quelles sont tes voilà, quelle est ton opinion et quelles sont tes anticipations? Voilà, bonjour à tous. Merci Cyril. Donc, titre un petit peu mensonger puisqu'on parlait de la France et donc on va parler un petit peu avant ça de la zone euro. Donc, le titre, en fait, j'ai repris le titre du dernier papier de Dirk Schumacher, qui est notre chef économiste Europe, que je trouve très bon. C'est donc une nouvelle année avec des anciens et des nouveaux défis. Alors, quels sont-ils? Effectivement, en termes de défis, les nouveaux, c'est notamment les tarifs US, et j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin dans cette présentation. La question de la potentielle escalade des tarifs avec la Chine, donc ça c'est plutôt dans les choses relativement nouvelles. En revanche, dans les anciens défis qui reviennent un petit peu en boomerang, c'est la question de la consolidation budgétaire, qui n'est pas nouvelle, on a connu ça à plusieurs reprises par le passé. Et donc c'est tout un tas de ces différents défis avec une croissance toujours faible en zone euro, qui vont vraiment être au cœur des marchés pour l'année prochaine, avec évidemment des questions politiques également, puisqu'on a une incertitude politique en France qui est là a priori pour durer en 2025, et également on voit qu'en Allemagne il y a des élections anticipées, et donc ça va évidemment avoir des conséquences sur le scénario macroéconomique.
En termes de scénario, on s'attend à une reprise extrêmement graduelle de la croissance en zone euro. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de gauche, une croissance qui est encore très faible cette année, autour de 0,7% après 0,5% l'année dernière. Donc on s'attend quand même à ce qu'elle augmente un petit peu l'année prochaine. Et en 2026, je reviendrai un petit peu sur les différentes raisons. Et le deuxième point à retenir, c'est que c'est vraiment un resserrement de la croissance avec les États-Unis. On a eu un différentiel de croissance absolument énorme depuis 2 ans, une croissance quasiment à 3% aux États-Unis, plus de 2,5 points supérieur à la zone euro, c'est colossal. Et donc nous, on s'attend à un atterrissage, un petit peu nos économistes US s'attendent à un atterrissage de la croissance américaine, toujours dynamique, qui tirerait toujours la croissance mondiale. Néanmoins, voilà, on aurait quand même un resserrement de la croissance, de l'écart de croissance entre la zone euro et les États-Unis. Le deuxième point, et Cyril le mentionnait, c'est qu'on a effectivement des enquêtes de conjoncture qui sont mauvaises, qui sont très mauvaises quand on regarde notamment les PMI, c'est les enquêtes faites auprès des directeurs d'achat, quand on regarde notamment les sondages nationaux, ça nous incite à avoir une croissance extrêmement faible. Pourtant, quand on regarde l'activité, les chiffres durs, notamment les chiffres de croissance, ça s'est montré plutôt résilient. C'est un petit peu ce qu'on vous montre dans le graphique de droite. On a un no-casting un petit peu comme la Fed qui prend en compte tous les différents indicateurs, que ce soit des données d'enquête ou des données un petit peu plus en dur. Et on voit qu'au cours des derniers trimestres, des trimestres les plus récents, on a quand même des surprises à la hausse sur l'activité. C'est les petits carrés rouges qui ressortent au-dessus de ce que nous donnent nos modèles, et on estime que a priori pour les au moins 2 prochains trimestres, ça continuerait avec des enquêtes de conjoncture qui sont un petit peu plus pessimistes que ce qu'on peut avoir dans les vrais chiffres. Alors si on regarde par pays, parce que ça c'est quand même important pour notre scénario, il y aurait une légère reprise en Allemagne, j'essaierai d'expliquer pourquoi au cours des 2 prochaines années, avec une croissance de l'ordre de 0,7%, alors qu'il n'y a globalement pas de croissance en Allemagne depuis 2018. En France, un ralentissement de l'activité à 0,9%, entouré de beaucoup d'incertitudes. Donc, Cyril parlait de la Banque de France qui a révisé à 0,9. J'ai envie de dire voilà, que la Banque de France s'aligne sur nous, c'est absolument formidable, même s'il y a beaucoup de caveats et d'aléas autour de ce scénario. En Italie, une croissance qui est proche de son potentiel, mais qui quand même, là aussi, montre des petits signes de faiblesse. Et en Espagne, une économie qui resterait la plus dynamique de la zone euro, également une des plus dynamiques du G7, même si on aurait quand même des rythmes de croissance plus proches de 2% que des 3% qu'on a pu observer ces dernières années. Alors, je vous mentionnais quelques risques sur notre scénario. Les risques sur l'activité sont clairement baissiers. Il y en a 2. Le premier, ce sont les tarifs. La question des tarifs pour Trump. S'il fait ce qu'il dit, ça va faire extrêmement mal. Néanmoins, nos économistes américains aux US pensent que c'est avant tout de la rhétorique, et donc cette rhétorique ne se matérialisera qu'en partie, à minima pour l'Europe. J'aurai l'occasion d'en rediscuter un petit peu plus loin dans cette présentation. Du côté de l'économie allemande, la reprise qu'on anticipe, là aussi, est sujette à 2 hypothèses fortes. La première, c'est celle que je vous ai mentionnée sur les tarifs. S'il y a moins de tarifs que ce que Trump annonce, la première gagnante, ce serait l'économie allemande, puisque ce serait la plus exposée aux tarifs. Et ensuite, Dirk Schumacher, notre chef économiste à Europe, est assez optimiste sur la capacité du prochain gouvernement allemand, sur la prochaine coalition probablement CDU-CSU verte, à faire quelque chose en matière du frein à l'endettement et à augmenter l'investissement, notamment l'investissement public en Allemagne. Et donc c'est pour ça qu'il s'attend à une légère reprise en 2025, mais surtout en 2026. Pour cette raison, mais évidemment, ce sont des hypothèses par construction. Voilà un petit peu pour le panorama de croissance. L'autre point qui est très important pour les banques centrales, et Cyril en a parlé, c'est si on passe à la slide suivante, c'est l'inflation. Donc on a une inflation en zone euro qui est revenue autour de 2%, néanmoins elle ne baisse plus, que ce soit pour l'inflation totale ou l'inflation core, c'est-à-dire hors énergie et alimentation. Et on voit bien que sur certaines composantes, comme par exemple les biens qui sont massivement importés, c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de droite, la courbe violette, on est revenu à des rythmes qui étaient ceux qui prévalaient au cours des 10 années avant le Covid. En revanche, pour l'inflation des services, qui est vraiment l'inflation, on va dire, domestique liée au salaire, on est toujours sur des rythmes en zone euro autour de 4%. 4%, voilà, c'est pas compatible dans la durée avec une cible d'inflation à 2%. Donc on s'attend en prévision à ce que les salaires ralentissent et que ça se transmette au prix des services. Néanmoins, voilà, on ne l'a pas encore dans les données. Donc là aussi, on est également prudent, et c'est ce qui va justifier notre vue pour la BCE avec des baisses extrêmement graduelles. Donc Aïe en parlera plus tard, néanmoins, j'aime bien le marteler un petit peu, où on s'attend une baisse de taux
par conseil des gouverneurs jusqu'au conseil de juin, avec un taux terminal à 2%, ce qui est notre estimation du taux neutre. Et on estime que voilà, tant qu'il n'y a pas de progrès plus fort sur les prix des services, sur l'inflation service, la BCE ne pourra pas descendre bien en dessous de son taux neutre qui est autour de 2%. Voilà un petit peu du côté de l'inflation. Un dernier point, un petit focus avant de passer sur la France, qui était quand même l'objectif de le sujet de ce webinaire, c'est revenir sur les tarifs sur la slide suivante. Voilà, les deux messages un petit peu qu'on a envie de vous faire passer, c'est le premier, c'est si les tarifs sont mis en place, ça va faire mal. Ça va faire mal pour tout le monde, mais notamment pour la zone euro, en sachant évidemment que quand on met en place des tarifs, il y a la question des mesures de rétorsion qui seront mises en place derrière et donc qui alimentent la baisse de l'activité. Et donc, si vous avez un petit peu un seul chiffre à retenir côté tarif à l'issue de cette présentation, c'est que selon nos estimations, c'est le graphique de gauche, une hausse de 10% des tarifs, c'est à peu près moins 0,5% du PIB zone euro après un an par rapport à un scénario central, et moins 1% après 3-4 ans. Donc voilà, c'est gros, ça fait mal si mis en place complètement. Néanmoins, voilà, nos économistes US, Chris Hodge, qui est un ancien du Trésor, un ancien de la New York Fed, et John Pingle, estiment qu'une grosse partie, c'est de la rhétorique, et en tout cas que les promesses les plus extrêmes ne seront pas mises en place. Et pour eux, il y a vraiment un garde-fou, ce sont les marchés financiers. Comment est-ce que Trump évalue si une politique est bonne ou mauvaise? C'est les marchés financiers, c'est l'évolution du S&P 500. Et donc, ça limite potentiellement les actions de Trump. Parce que quand on revient un petit peu sur Trump 1.0, c'est le petit tableau à droite, quand est-ce que les marchés actions ont le plus baissé? Quelles sont les sessions où ils ont le plus baissé? C'est justement quand Trump a annoncé des tarifs. On voit notamment 22 mars 18, voilà, des baisses de plus de 2% du S&P 500 ce jour-là. Et donc, on pense que, en tout cas à ce niveau-là, ce sera un garde-fou pour que Trump n'aille pas trop loin. Le deuxième point, c'est également la nomination de Scott Bessent comme prochain secrétaire au Trésor. C'est un homme de marché, c'est quelqu'un qui a une vision qui est quand même plus constructive également sur le commerce extérieur, qui a conscience que les États-Unis ne peuvent pas avoir un excédent commercial, néanmoins qu'il faut rééquilibrer vis-à-vis de certains pays. Et donc, c'est pour ça que quand on regarde un petit peu les tarifs douaniers moyens auxquels on s'attend sous Trump, voilà, on s'attend à ce que la Chine soit frappée, à 17% de droits de douane versus 10 l'année prochaine et 25% en 2026, selon nos économistes. C'est le petit tableau en bas à droite, alors que Trump a annoncé 60%. Et pour l'Europe, il y aurait une petite hausse également, mais voilà, on serait loin des 10%, 10, 20%, 25% attendus. Surtout que l'Europe, par rapport à l'Union européenne, par rapport à Trump 1.0, s'est dotée de nouveaux instruments. Je pense notamment à l'outil anti-coercition qui permet justement de mettre en place des mesures de rétorsion de manière rapide et efficace, ce qu'on n'avait pas forcément lors du premier mandat de Donald Trump. Donc ça, forcément, c'est un point très fort de notre scénario qui, je pense, nous différencie en tout cas de pas mal d'autres de nos concurrents. Voilà un petit peu pour ce panorama zone euro. Je vous propose de passer à la France avec comme question, est-ce que les risques politiques et budgétaires vont faire dérailler la croissance? En tout cas, dérailler, c'est peut-être un mot un petit peu fort. En tout cas, des risques baissiers et un ralentissement de l'activité, on n'a globalement aucun doute là-dessus. Donc, du côté du risque politique, ce que je vous disais un petit peu en introduction, quand on fait des maths extrêmement simples, c'est Parlement divisé, France ingouvernable, c'était le titre de mon focus juste après les résultats des élections législatives de juin dernier. Bon, 6 mois plus tard, ce titre est toujours valable, la question se pose toujours. On aura donc eu 4 premiers ministres en 2024, c'est absolument record. La difficulté à faire des compromis et à bâtir des coalitions suffisamment grandes pour avoir une majorité. Donc on parle plus au mieux de pacte de non-agression, mais même ça, on voit que c'est extrêmement compliqué. Quand on regarde le graphique de gauche, on voit bien qu'il est quasiment impossible d'avoir une grande coalition, et quel que soit d'ailleurs le Premier ministre qui soit choisi. En revanche, il est assez facile de se faire censurer. C'est ce qu'on regarde à droite. Il suffit évidemment d'avoir ce qui s'est passé pour Michel Barnier, une alliance de la gauche et de l'extrême droite pour avoir la majorité et être en mesure de censurer le gouvernement. Donc, combien de temps peut durer ce gouvernement? C'est difficile à dire. Évidemment, il y a la possibilité de nouvelles élections anticipées
à partir de juillet prochain, de l'été prochain. Donc, on pense que c'est extrêmement probable que ça arrive d'ici là. Le deuxième point à surveiller sont les sondages d'opinion. Nous, on a vu vraiment une inflexion de la part de certains partis d'opposition quand les sondages d'opinion sont montrés hostiles au gouvernement Barnier. Donc, pour nous, c'est vraiment ça qui va aussi jouer sur la longévité. Deux petits mots sur la loi spéciale. Alors, premièrement, cette loi spéciale, donc on s'y attendait un petit peu une fois que le gouvernement a été censuré. C'est assez inédit puisqu'il y en avait eu en 62 et en 79, mais la différence, c'est que en 62 et en 79, une loi de finances avait été promulguée très rapidement en début d'année suivante. Là, on est dans un scénario où on ne sait pas. Premièrement, quand une loi de finances va être votée, et deuxièmement, si elle va être votée. Voilà, donc ça, c'est quand même des choses assez importantes. Troisièmement, quelles conséquences pour le déficit? Alors, selon les travaux préliminaires qui ont été envoyés à l'Assemblée, le déficit pourrait être de l'ordre de 6,2%. Nous, il nous semble que c'est quand même une estimation qui est assez pessimiste, parce que notamment, ça ne prend pas complètement en compte les réductions anticipées avec les gels de crédit. Il y a aussi une grosse question sur des reports de crédit. C'est de l'ordre de 20 milliards qui ne pourront pas être effectués si nous n'avons pas de budget à l'horizon du 15 mars. Où là, il peut commencer à y avoir des problèmes sur le fonctionnement de l'État sur certains programmes. Voilà, donc ça, c'est en tout cas un scénario qui nous semble assez pessimiste là-dessus. En tout cas, voilà, un gouvernement qui reste a priori fragile, au moins jusqu'aux prochaines élections anticipées, voire même aux prochaines élections présidentielles, puisque nous n'avons aucune garantie qu'une majorité se dégage, même en cas de nouvelles élections anticipées. Voilà un petit peu pour le risque politique. Si on passe un petit peu à l'économie, donc on a une économie française qui s'est plutôt bien tenue quand même depuis le Covid. C'est le graphique de gauche, plus de 4% de croissance, à peu près autour du potentiel, beaucoup mieux que l'Allemagne, un peu moins bien que l'Italie et que l'Espagne, mais c'est quand même pas si mal. On est très proche de la moyenne de la zone euro. Néanmoins, voilà, on a comme en zone euro, on a des enquêtes de conjoncture. C'est le graphique du centre et de droite qui se dégrade, avec un secteur des services qui résiste. C'est la courbe mauve du graphique de droite, mais un secteur manufacturier qui est extrêmement dégradé, avec des niveaux extrêmement fort en contraction. Donc on a toujours l'aéronautique, navires et bateaux qui se portent bien. En revanche, à peu près tous les autres secteurs, et notamment le secteur automobile, rencontrent des difficultés assez importantes. Donc vous voyez, la courbe jaune est très basse et en très forte zone de contraction. Donc ça, en tout cas, on a une activité qui a plutôt bien résisté jusqu'à présent. Néanmoins, voilà, il y a des risques assez forts. Surtout, nous, un point qu'on suit beaucoup, c'est la question de l'emploi. On voit que, à la fois dans l'emploi et les nouvelles commandes qui viennent de l'étranger, on est à des niveaux extrêmement bas dans ces sondages. Donc ça aussi, c'est un facteur de risque pour l'année prochaine. Néanmoins, si on continue, on estime donc que la croissance, que l'activité ralentirait l'année prochaine à 0,9%, c'est ce que vous verrez sur la slide suivante. Donc cette légère baisse de la croissance s'explique par deux raisons. La première, c'est que on s'attendait, c'est une prévision qui a été faite avant la chute du gouvernement, avant la censure du gouvernement Barnier. Donc on s'attendait à un déficit public de l'ordre de 5,4%. Il sera très probablement plus élevé. On va s'attendre probablement à quelque chose entre 5,5 et 6%, parce qu'on aura une loi de finances, mais probablement, mais on ne sait pas à quel niveau on va atterrir. Donc, a priori, moins de consolidation budgétaire que ce qu'on pouvait attendre il y a un gros mois. En revanche, le choc d'incertitude va être plus fort et ça va pénaliser l'investissement assez fortement. Et donc, toute chose égale par ailleurs, on risque de légèrement réviser notre prévision à la baisse pour l'année prochaine, en sachant, voilà, comme le signalait par exemple la Banque de France il y a 2 jours, c'est des prévisions qui sont faites sous des hypothèses fortes et dans un contexte, voilà, on n'a pas encore toute l'information. Un mot très rapide sur la croissance au 4e trimestre. Donc, nous, on l'attend légèrement négative, tout simplement parce que s'il y a encore un peu de croissance sous-jacente, on va avoir un contre-coup des Jeux Olympiques qui ont un petit peu boosté la croissance au 3e trimestre. Et donc, on attend un petit contre-coup. Donc, avec une croissance attendue nulle pour l'INSEE et la Banque de France au 4e trimestre, et nous, très, très légèrement négative. Un petit peu pour le panorama macro. Un petit zoom quand même sur l'investissement, c'est la slide suivante. Le seul message que je veux donner, c'est que en fait, ça fait déjà 1 an que l'investissement au global contribue négativement à la croissance, en particulier l'investissement privé des entreprises et également l'investissement des ménages. Donc, c'est tout ce qui est en construction, neuf et entretien et rénovation, c'est là-dessus. Et en revanche, le vrai moteur de la croissance pour l'année prochaine, ce serait la consommation des ménages. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs, 3 facteurs pour nous. La première, ce sont les gains de pouvoir d'achat qui sont supérieurs à la consommation, alors qu'en théorie économique, globalement, on s'attend plutôt à ce que l'un et l'autre évolue de conserve et qui est inéquivalent. Donc ça, c'est le graphique de gauche. Vous voyez des gains de pouvoir d'achat quasiment double de la consommation. Où est-ce que ça se transmet? Ça s'est transmis en forte hausse du taux d'épargne qui est 3,5 points au-dessus de sa moyenne de long terme. Est-ce que c'est durable?
On ne pense pas, on ne va pas revenir au niveau d'avant-crise pour deux raisons. La première, c'est une hausse de l'épargne financière. La deuxième, c'est que cette épargne est concentrée sur des ménages les plus aisés et qui ont une propension marginale à consommer qui est plus faible. Néanmoins, il est raisonnable d'estimer qu'on va un petit peu baisser, notamment au regard des enquêtes. Et le troisième point, c'est que l'inflation va fortement baisser. Elle est déjà très basse en France, un peu supérieure à un petit peu autour de 2%. Néanmoins, on s'attend à ce qu'elle soit extrêmement faible au premier semestre 2025, autour de 1%, voire certains mois autour de 1% en glissement annuel, ce qui est extrêmement bas. Et donc ça également, ça va favoriser les gains de pouvoir d'achat. Voilà un petit peu pour notre scénario. Une question qu'on nous pose souvent, et je pense qu'il peut vous intéresser, c'est celle de la soutenabilité de la dette. Quand on a des déficits à 6%, donc c'est des déficits qui sont au niveau des déficits américains, est-ce que c'est tenable? Donc, on a fait des simulations de soutenabilité de la dette publique en partant de trois hypothèses. La première, un scénario qui est très optimiste et désormais réaliste, c'est celle qui était celle du projet de loi de finances initiale du gouvernement, c'est la courbe bleue, avec un déficit primaire, c'est-à-dire un déficit en dehors de la charge de la dette. La charge de la dette, c'est à peu près 2 points de PIB à l'heure actuelle. Un scénario qu'on pensait équilibré, mais qui aujourd'hui apparaît un petit peu trop optimiste, qui était de réduire le déficit à 3%. Déficit total à 3% à horizon 2029 et à moins 1% pour le déficit primaire. Donc ça, malheureusement, ça paraît un petit peu trop optimiste. Et un scénario pessimiste, mais qui aujourd'hui se rapproche un peu plus de notre scénario central, qui a un déficit qui reste autour de 5% pour une longue période de temps. Voilà, dans ces cas-là, le message à retenir, c'est que dans tous les cas, on va avoir une hausse de la dette publique française. Est-ce que c'est grave? Pas forcément, mais à minima, il faut l'avoir en tête, surtout que ce n'est pas forcément la trajectoire qui va être pour nos partenaires européens. Et deux, si on arrive à revenir à 3% de déficit en 2029, on arrivera à la stabiliser. En revanche, voilà, si on reste à des niveaux de 5%, là, on a un risque de voir la dette prendre quasiment 15 points de PIB jusqu'à 130% à horizon 2030. Voilà, donc c'est un petit peu ces quelques messages qui ressortent de ces simulations. Donc, je vous ai dit beaucoup de choses sur la France. Voilà, beaucoup de risques baissiers, mais qui sont déjà pricés. Je ne veux quand même pas être trop négatif, même si évidemment, il ne faut pas nier les problèmes et les difficultés actuelles. Et donc, pour conclure, c'est la slide d'après, c'est comment rester un petit peu optimiste malgré toutes les difficultés politiques et budgétaires. Le premier point, c'est que malgré tout, dans le marché, beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà pricées. Et Cyril mentionnait la dégradation par Moody's. Alors, effectivement, elle est arrivée un petit peu plus vite que ce que tout le monde attendait, y compris nous. Néanmoins, on n'avait aucun doute que Moody's, qui avait une notation qui était supérieure à celle des autres agences, allait nous dégrader. On pensait début 2025, ça arrivait un petit peu plus tôt. Et quand on compare le niveau de spread français actuel et la notation souveraine, on voit que la France est déjà a encore 1 à 2 dégradations supplémentaires qui est déjà pricée dans le spread. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu excessif? C'est possible. Voilà. Donc ça, c'est le premier message. Beaucoup de choses sont déjà pricées. Le deuxième point, c'est que certes, nous n'avons pas de gouvernement, c'est inédit, nous n'avons pas de budget, c'est inédit, mais bon, c'est pas forcément inédit quand on regarde nos voisins européens, notamment la Belgique ou l'Espagne. L'Espagne est encore sur le budget de l'année dernière et il va probablement le reconduire, le budget il y a 2 ans, pour l'année prochaine, et l'Espagne s'en porte très bien, même si c'est grâce à une forte croissance. La Belgique n'a ni budget ni gouvernement, ou en tout cas un budget très fragile, et un gouvernement. L'Allemagne fait face également à des élections anticipées. Donc voilà, on n'est pas un cas isolé, et il faut quand même un petit peu élargir cette lorgnette. Par ailleurs, la France demeure l'une des économies les plus larges et les plus diversifiées au monde. Donc, c'est des choses qu'il ne faut quand même pas oublier, beaucoup plus, par exemple, que des économies comme l'Espagne qui sont plus vulnérables à certains chocs. Notre démographie, même si il y a des questions avec la baisse de la natalité, elle demeure relativement favorable par rapport à celle de nos voisins. Moi, le chiffre que j'aime bien donner, c'est l'Italie. L'Italie va perdre au moins 20% de sa population d'ici 2070 et passer à moins de 50 millions d'habitants alors qu'ils sont à plus de 60 aujourd'hui. Pour la France, on resterait à un nombre d'habitants à peu près identique. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et nos institutions, bien qu'elles soient secouées, continuent de résister. Il n'y a pas de shutdown, même si la loi spéciale n'était pas prévue de cette façon. Et par ailleurs, on ne peut pas complètement exclure certaines surprises positives. Alors, j'aime bien en mentionner 3. La première, c'est ce que je vous disais sur la consommation des ménages qui pourrait être un petit peu plus forte avec la baisse du taux d'épargne et les gains de pouvoir d'achat. Le deuxième, c'est la reprise de certaines parts de marché qui ont fortement baissé pendant le Covid et qu'on n'a pas récupéré. Donc il y a deux choses. La première, c'est l'agriculture. On a eu plusieurs années de mauvaises récoltes. Bon, on espère qu'à un moment, ça va quand même se finir. Le deuxième, c'est la question des problèmes de chaîne d'approvisionnement, de chaîne de livraison, notamment pour Airbus. Alors ça s'améliore, ça ne va pas se résoudre tout de suite selon notre collègue Valentin Maury, qui est analyste transport. Néanmoins, voilà, il y a quand même des améliorations en cours. Et donc ça, Airbus et les exportations d'Airbus, c'est quand même un gros aléa
positif pour les exportations françaises. Et le dernier point, c'est le tourisme. On a eu 2 saisons qui ont été extrêmement mitigées. Néanmoins, les Jeux Olympiques de Paris ont été une formidable vitrine. Et donc, il n'y a pas de raison que l'année 2025 et 2026 ne soient pas des années absolument exceptionnelles pour la France. Je m'arrête là. Et je pense que c'est une bonne transition justement d'avoir dit que les mauvaises nouvelles étaient pricées pour parler un petit peu des taux. Et je vous laisse méditer sur cette situation qui est alors attribuée au général de Gaulle. Je dis attribuée puisqu'il y a un doute sur le nombre de fromages. Voilà, hein, rappelons-nous que la difficulté, c'est que quand on a plus de 200 fromages en France, c'est quand même pas forcément facile d'arriver à gouverner un pays qui est si différent et avec autant de nuances. Merci beaucoup. Eya, c'est à toi. Merci. Du coup, je vais commencer par un petit point de briefing sur la BCE et la Fed avant d'enchaîner sur l'OAT du coup et le risque de cette crise sur les taux français. Donc la semaine dernière, on a eu la réunion de la BCE qui a délivré un message conforme aux attentes du marché. Mais ce qui était important et qui a retenu un peu l'attention, c'était le nouveau set de prévisions qui fait ressortir en fait 2 messages clés. D'abord, il y a un risque baissier pour la croissance avec une révision des anticipations pour 2025 indiquant que la politique monétaire demeure restrictive. Et en fait, cela se produit même sans considérer l'éventualité d'une guerre tarifaire avec les États-Unis. Ensuite, il y a eu l'inflation aussi pour 2027 qui est anticipée au-dessus de l'objectif fixé, ce qui souligne que pour la BCE, le combat contre l'inflation est loin d'être gagné. Et un autre point qui était important et qui a été soulevé, c'était la question des TLTRO et du PEP. La BCE a annoncé qu'elle fait clairement un pas vers la normalisation de sa politique et elle tourne la page de sa réponse à la crise Covid. Donc globalement, comment cette décision a été perçue? Elle a été perçue comme neutre pour les marchés, car elle était déjà intégrée par les investisseurs et la BCE n'a pas donné d'orientation supplémentaire. En plus, la mention de risque sur l'activité valide l'idée que le marché anticipe un taux neutre au-dessus de notre estimation de 2% à l'horizon de juin 2026. Et en fait, c'est ce qu'on va voir en détail dans la slide d'après. Donc, le marché prévoit aujourd'hui un taux terminal autour de 1,75% qui sera atteint dès septembre de l'année prochaine, là où notre scénario, en fait, comme l'a mentionné déjà Adrien, s'arrête à 2% en juin. Et en fait, comment on explique cette divergence? Elle s'explique en fait par un pessimisme croissant de la part des investisseurs quant aux perspectives de croissance de la zone euro, anticipant en fait que la BCE doit tenir une politique monétaire plus accommodante et donc baisser plus ses taux afin de soutenir l'activité. Et en fait, ce pricing BCE accommodant domine pour l'instant les tentatives des hawks de la BCE de résister aux biais des investisseurs en rappelant que les fondamentaux du mandat restent sur l'inflation et justifient plutôt une approche plus graduelle comme le cas de Schnabel ou d'autres hawks de la BCE. Et en fait, ils justifient cela par le fait qu'on a eu un rebond des salaires négociés au 3e trimestre et une inflation des services qui reste élevée. Donc, la question ici qui se pose, c'est est-ce qu'on va réussir un soft landing ou la BCE devra-t-elle adopter une politique plus accommodante? Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain slide où on va traiter un peu les risques qui est à ce scénario de marché. Donc, certes, les risques autour d'un rebond de l'activité semblent croître, mais la hausse des salaires, comme je l'ai mentionné, accompagnée de l'inflation dans le secteur des services, pourrait compliquer la tâche de la BCE. Donc, le marché, en fait, aujourd'hui, semble croire que la courbe de Philippe, qui établit un lien entre le taux de chômage et les augmentations salariales, est toujours valide. En fait, cela signifie que la faiblesse de l'activité pourrait réduire les exigences salariales et ainsi faire baisser l'inflation, évitant à la BCE d'avoir à choisir entre la lutte contre l'inflation et le soutien à l'activité. Mais en fait, au-delà de ces questions économiques internes, la BCE doit aujourd'hui composer avec un facteur extérieur qui sont les tensions géopolitiques et que ce soit avec du coup les tensions en Ukraine et la Russie ou au Moyen-Orient et aussi les nouvelles politiques de Trump
Si on a une situation géopolitique qui se détériore ou un Trump qui augmente les tarifs d'importation significativement, cela pourrait contrarier les prévisions optimistes sur l'inflation et la croissance et peut-être freiner les baisses de taux. Ceci nous pose la question aussi que comment se passe de l'autre côté de l'Atlantique pour la Fed. Donc, slide suivante. Donc, nous avons eu hier la réunion FOMC de la Fed qui, sans surprise, a décidé une nouvelle baisse de taux, portant les taux Fed Fund entre 4,25 et 4,50. Mais la surprise était de taille parce que le FOMC a annoncé que le rythme de baisse pour 2025, il sera plus lent ou plus ralenti avec seulement 2 baisses supplémentaires pour l'année prochaine. Là où nous, notre scénario, il est plutôt sur 4 baisses et avec une baisse pour chaque trimestre. Donc, cette décision signifie que la fin du cycle de normalisation s'éloigne de près de 2 ans, là où nous, notre cycle se termine début de 2026. Mais donc, pourquoi on a eu ce revirement? Donc, la Fed a en fait accompagné sa décision d'un nouveau set de forecast aussi, montrant des risques haussiers sur l'inflation. Donc, par exemple, l'inflation mesurée par le Core PCE pour 2025 est maintenant projetée à 2,5%. Là, on était à 2,1% en septembre. Donc, on peut donc qualifier cette décision d'une hawkish cut avec un marché qui a déjà ajusté ses attentes, comme on peut le voir sur le graphique. Donc, où on peut voir qu'il n'y a qu'une chance sur 2 maintenant pour une baisse en mai 2025. Un autre point important, juste pour conclure sur cette slide, c'est que la Fed semble se rapprocher aussi de la fin de son processus de QT. Donc, elle a dernièrement ajusté ses paramètres comme la réduction des taux du repo pour anticiper en fait l'impact de cette fin sur le marché monétaire et pour que la transition soit la plus souple possible. Et si on passe maintenant à la slide suivante. Juste pour commenter un peu sur cette hawkish cut, en fait, il est important de ne pas confondre la prudence de la Fed avec un pessimisme sur l'économie, puisqu'au contraire, en fait, la Fed pense que l'économie américaine est en bonne santé, avec un taux de chômage qui est prévu à 4,3% pour les 3 prochaines années. Mais pour elle, il reste le problème de l'inflation. Donc, même si elle a diminué, les progrès sont désormais plus lents. Et la Fed reste déterminée à ramener son objectif de l'inflation. Donc, et là, si on regarde le graphique, on voit que les anticipations d'inflation à long terme montrent une certaine stabilité qui s'accompagne d'une hausse significative des taux réels, ce qui a clairement un impact sur les valorisations des actions US. Et ceci a aussi un impact sur le positionnement des portefeuilles, donc, puisque le niveau de taux sera crucial, surtout avec une offre importante des titres de trésor prévus en 2025. Donc, pour conclure sur les banques centrales, donc, en comparaison avec la BCE qui fait face à des perspectives plus incertaines, la Fed semble se préparer à un scénario où l'économie américaine pourrait éviter un no landing avec une croissance du PIB revue à la hausse pour 2024 et 2025. Et du coup, là, on passe à la partie OAT, qui est au centre des attentions de marché depuis maintenant quelques mois, je dirais. Donc, depuis juin 2024, on voit que le spread OAT Bund connaît un écartement significatif de l'ordre de 40 points de base, reflétant en fait une perception négative des investisseurs envers la dette publique française. Et en fait, ce phénomène trouve son origine dans 2 facteurs principaux. Donc, déjà, on a Déjà, on a la crise politique persistante en France, mais aussi on a la détérioration budgétaire notable qui alimente les inquiétudes concernant la trajectoire des finances publiques. Dans ce contexte, donc, l'OAT a subi un désavantage comparatif marqué, tandis que d'autres dettes souveraines, comme les Bono ou les BTP italiens, ont bénéficié d'un fort appétit pour le risque. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que depuis la crise de juin, nous observons que les spreads OAT Bund aussi évoluent dans une fourchette relativement stable entre 70 et 85. Une hausse due à un risque spécifique de la France que nous estimons à peu près 30 points de base.
Mais en fait, pour ajouter un élément à notre analyse, nous avons analysé les SKU des options qui traitent sur les contrats futurs, sur le Bund et l'OAT. Et en fait, les résultats nous montrent qu'on a une rupture nette depuis le mois de juin. Et en fait, avant la crise, les SKU, comme on peut le voir, allemands et français, évoluaient de manière alignée. Mais depuis cette rupture, donc depuis juin, ils suivent des trajectoires opposées, suggérant que quand les taux OAT augmentent, on a la baisse des taux Bund. Et donc, ceci, en fait, suggère un écartement supplémentaire du spread à court terme. Donc, pour conclure un peu sur cette slide, on voit qu'on a une persistance des inquiétudes des investisseurs vis-à-vis de l'OAT qui demeure marquée par ce risque spécifique élevé. Donc, si maintenant on explore à peu près les raisons derrière cet écartement, on peut attribuer ceci à deux, dans la slide suivante. Non, c'est bon, oui. On peut attribuer ça à deux facteurs. Donc, on a le risque de crédit qui a doublé depuis juin 2024 et cela est d'ailleurs visible dans l'évolution du CDS. Et aussi, on a le risque de redénomination de plus en plus présent. Donc, la crise politique actuelle compromet la capacité de la France à respecter les exigences de la procédure du déficit excessif, l'EDP. Mais aussi, ce qu'on observe et qui est un peu étonnant, c'est que le graphique montre que ce risque de redénomination est élevé en France, contrairement à l'Italie, qui est pourtant sous du coup procédure EDP. Donc, tout ceci alimente une prime de risque accrue sur la dette de la française, différenciant davantage l'OAT des autres dettes périphériques. Mais malgré ce contexte défavorable, tout n'est pas simple. Donc, si on passe maintenant à un élément un peu plus rassurant, donc on voit que malgré les turbulences, le marché primaire de la dette française reste robuste. Les émissions d'OAT continuent d'être bien absorbées par le marché, sans difficulté notable. Et la demande pour la dette française demeure solide, témoignant de la résilience de son attractivité auprès des investisseurs. Et un autre point, en fait, important à souligner, qu'on peut voir dans le graphique de droite, c'est que le spread nul entre les OAT et les GGB qu'on a eu dernièrement ne constitue pas en fait une approche limitée pour évaluer la récente dépréciation de la dette française sur les marchés. Puisqu'en fait, les OAT conservent des caractéristiques uniques comme le volume et la facilité du trading de ces obligations, ou encore l'usage en repo, ou aussi la base des investisseurs, puisque la dette française est principalement détenue par des investisseurs privés sensibles au prix, tandis que la dette grecque est largement financée par des créanciers officiels. Donc, aussi un autre point, c'est que la dégradation récente de la France par Moody's n'a pas provoqué une réaction significative sur le marché, perçue comme un simple rattrapage. Mais juste pour conclure, en fait, l'enjeu réside désormais dans une potentielle décision de S&P ou Fitch qui pourrait suivre et dégrader la France à un niveau à la note de l'Espagne, puisqu'on ça traite à peu près au même niveau. Donc, c'est tout pour moi. Je laisse la parole à Cyril. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eya et Adrien, en fait, pour ces différents éléments. Je pense qu'on va pouvoir, en fait, attaquer assez rapidement, en fait, la session de questions-réponses. Et c'est vrai que l'actualité française va rester assez dense, hein, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Je crois qu'on aura d'ailleurs, en fait, un peu plus de détails sur le programme de financement, en fait, de France Trésor pour l'année prochaine, notamment le nombre de syndications, parce que voilà, dans la précédente version, en fait, du PLF, on avait 300 milliards à lever net des rachats. On n'a pas d'inquiétude, hein, concernant la capacité, et je le rappelle, c'est assez important, du Trésor français à lever 300 milliards l'année prochaine. Il faut savoir que cette année, je pense que le Trésor a levé entre 335 et 340 milliards. Donc voilà, le job, il va être fait sans trop de difficultés.
Et c'est vrai qu'en termes de valorisation aujourd'hui, tu l'as justement évoqué, et il y a une certaine résilience. Il y a aussi une chance aussi pour la France et pour les souverains au sens large, c'est qu'en termes d'allocation d'actifs, quand on regarde en fait les souverains vis-à-vis en fait des autres segments de marché, notamment sur ce marché obligataire européen, on a des souverains qui sont assez bon marché vis-à-vis des titres SSF, vis-à-vis des titres covered ou même corporate. Et ça, en soi, c'est un facteur plutôt positif dans la mesure où on va démarrer l'année tambour battant du côté émission, bien entendu, mais voilà, on a un avantage comparatif en termes de valorisation pour les émetteurs souverains, encore plus pour la France dans ce contexte-là. Voilà. Les questions, je crois qu'on a reçu d'ailleurs une question, Adrien, elle t'est adressée concernant le budget 2025 et bon, tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure, et cette question en fait de soutenabilité, est-ce qu'un déficit autour de 5% comme annoncé par les marchés, est-ce que c'est acceptable pour toi, et quels seraient les impacts, entre autres marchés peut-être, donc l'acceptabilité de ton côté, la soutenabilité, et un éventuel impact marché peut-être pour IA en cas de dégradation additionnelle de ces trajectoires en fait de déficit. Adrien? Merci Cyril. Alors, moi, ce que je vous ai présenté, notamment sur les trajectoires de dette, les marchés sont quand même très efficients, donc c'est des choses qui sont connues de la part des différents participants de marché. Donc maintenant, la question, c'est tout à un prix, donc c'est acceptable très probablement. C'est ce que dit Cyril. Il n'y a pas de difficulté à ce stade à lever la dette. Néanmoins, c'est pas au même prix qu'il y a quelques mois. Donc j'ai envie de vous dire, la réponse, c'est oui, mais à quel prix? Voilà. Et ça, c'est plutôt côté Cyril et IA de répondre à cette question, notamment sur vos vues sur le spread, etc. En revanche, il faut quand même à un moment que la France consolide, ou surtout qu'il n'y ait pas de nouveau dérapage. On a vu que le marché avait très mal réagi cette année, en 2024, lors des deux annonces de dérapage. La première, quand le gouvernement a annoncé que le déficit ne serait pas à 4,9 mais à 5,5. Là, il y a quand même une réaction de marché. Et puis ensuite et surtout, quand le gouvernement a annoncé que ce ne serait pas finalement pas 5,5, mais plutôt autour de 6,1, 6,2. Bon, déjà, on espère, qu'il n'y aura pas de nouveau dérapage cette année, puisque ce n'est pas complètement certain. L'État attend notamment des rentrées budgétaires très fortes au 4e trimestre, avec une grosse incertitude sur l'impôt sur les sociétés. Donc, même ça, ce n'est pas complètement certain. En revanche, voilà, je pense que le point important, c'est déjà, qu'il n'y ait pas de nouveau dérapage, et deux, espérer qu'il y ait quand même un petit peu de consolidation. Et notamment pour l'année prochaine, la question c'est est-ce que l'absence de budget est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la croissance et le déficit? Alors, pour la croissance, s'il y a moins de consolidation budgétaire, il y a une plus forte impulsion fiscale, et donc ça contribue un petit peu à la croissance via les dépenses publiques. Néanmoins, il y a un problème, c'est le choc d'incertitude, et on pense que ce choc d'incertitude va être très fort, notamment sur l'investissement des entreprises, et qui va beaucoup souffrir de l'absence de visibilité économique et politique. Et donc, chose égale par ailleurs, ça risque quand même d'être légèrement négatif, voire négatif tout court, pour la croissance. À quel point, c'est difficile à dire, en sachant que c'est bien de raisonner à un an, mais il faudrait raisonner à plus long terme. Et bon, à très court terme, c'est peut-être pas si négatif, mais en revanche, voilà, ne pas avoir de budget, ne pas avoir de visibilité à moyen terme, ça c'est vraiment problématique pour les investisseurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout pour la croissance. Sur le déficit, c'est pareil, c'est un peu nouveau, la loi spéciale. On ne sait pas si on va avoir un budget, quel budget. Donc on raisonne à l'hypothèse. Le scénario de la Banque de France, par exemple, ils disent un déficit entre 5 et 5,5. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt atterrir entre 5,5 et 6 pour 2025. Voilà, maintenant, c'est quand même déjà très large comme fourchette, et ça peut être plus bas. Voilà, ça va dépendre des mesures. Moi, là où je reste quand même relativement constructif, c'est qu'il y a quand même tout un gel de crédit, tout un tas de dépenses qui ne vont pas forcément être revalorisées sur l'inflation. Et donc ça peut quand même faire soit des recettes fiscales, soit un tout petit peu moins de dépenses publiques. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être, en tout cas, légèrement favorable pour le déficit. Et c'est pour ça que je suis un tout petit peu plus optimiste que ce qui apparaît aujourd'hui dans la loi spéciale. La loi spéciale, juste un petit mot, très très courte, c'est quasiment que 3 pages. C'est un texte qui est minimaliste, qui permet 3 choses. Ces 3 choses, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement continuer de lever des impôts, tels qu'ils ont été fixés dans les lois de finances précédentes, et c'est continuer d'arriver à émettre, à la fois pour l'État,
et pour les différentes agences, et notamment les agences de sécurité sociale. Donc ça, voilà, c'est ce que disait Cyril, même avec une simple loi spéciale, on va pouvoir continuer, le Trésor va pouvoir continuer d'émettre, et les organismes de sécurité sociale également. Donc peut-être, Eya, pour poursuivre sur ce sujet France, si tu peux partager avec nous nos anticipations d'évolution en fait du 10 ans OAT Bund, peut-être pour les prochains mois. Et question subsidiaire, mais voilà, dans le marché, on entendait parler en fait de risque de voir pourquoi pas cette prime 10 ans OAT Bund aller chercher les 100 BP. Tu as évoqué en fait tout à l'heure la Grèce, mais je ne pense pas qu'il s'agisse en fait d'un bon benchmark compte tenu en fait de l'illiquidité des GGB. Ce qui paraît un peu plus significatif en termes de comparaison, c'est cette comparaison entre la France et l'Italie. Qu'est-ce qu'il faudrait comme risque pour voir demain la France traitée au même niveau que l'Italie, sachant que voilà, on est probablement sur une probabilité d'occurrence qui est aujourd'hui particulièrement faible. Eya. Oui, donc si je commence par la première question qui est la fourchette. Donc nous prévoyons que le spread OAT Bund pourrait évoluer l'année prochaine entre 70 et qui correspond en fait au niveau minimal observé depuis la crise et 85 points de base. Mais quand est-ce qu'on ira chercher le niveau du BTP Bund, qui certes représente une comparaison défavorable, puisque la France a une notation meilleure que l'Italie. Donc, on a ce risque si on a une démission de Macron, plus une dégradation supplémentaire de la part de S&P ou Fitch. C'est très clair et pour parler en fait de probabilité et pour en avoir discuté aussi avec Adrien, cette éventualité, ce risque additionnel, à savoir une démission éventuelle en fait du président Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est une probabilité qui est particulièrement faible. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'un scénario très alternatif, un scénario à risque qui a une probabilité très proche de 0 probablement, à minima en fait jusqu'aux élections législatives que nous aurons à l'été prochain. On vient de recevoir une question concernant la correction des marchés actions US. Je vais y répondre assez rapidement. Je pense que Adrien l'a évoqué. Nous anticipons en fait un président Donald Trump, une administration Trump assez pragmatique en soi, qui va bien entendu essayer de faire plaisir à son électorat, d'obtenir en fait des petites victoires sans pour autant en fait faire mal en fait au S&P, qui sera presque plus, on va dire, son compas, si je devais prendre en fait le wording de la Banque centrale européenne, en termes de décision. Donc, des corrections, oui, on va pouvoir en avoir et Adrien l'a évoqué, à chaque annonce de tarifs durant la précédente administration, on a vu des corrections à la baisse, mais je pense qu'il y a une partie qui est attendue et ces corrections, elles vont être assez épisodiques. Ensuite, je pense qu'il y a un point qui est assez majeur aussi, c'est ce Great Divide. Voilà, on a un no landing aux US, des risques qui sont assez importants et baissiers en fait sur la croissance européenne, une dynamique de flux qui va rester très probablement favorable aux actifs américains, encore plus si le dollar américain reste assez fort. Et on le voit, voilà, il s'est renforcé. On a une Bosch qui a été relativement dovish, qui n'a pas monté ses taux. On le voit aussi, des banques centrales émergentes en plus grande difficulté. Je pense notamment à la BCB, donc la Banque centrale du Brésil. Donc, dans ce contexte-là, voir en fait des corrections très importantes en fait des actifs américains, difficile à envisager. Pour autant, voilà, on a cette anticipation de décélération aux États-Unis avec une croissance de 1,9% pour l'année prochaine, inférieure à ce qui est anticipé aujourd'hui, bien entendu par le consensus ou par la Fed.
et ce qui justifie aujourd'hui notre approche un peu plus dovish en fait de la Fed. Après, on a parlé Fed, mais notre anticipation pour le 10 ans américain l'année prochaine, et je le rappelle, c'est du range trading entre 4,20 et 4,40% sur la base en fait des différentes annonces et de ce supply en fait du US Treasury qui sera particulièrement important. Il y a aussi cette décision technique qui est aussi assez importante et qui est plutôt favorable, notamment au Treasury Bill, avec cette baisse en fait de, je crois, de 5 points de base additionnels en fait du taux du ARP. Donc, ce qui va venir, bien entendu, soutenir tous les instruments monétaires américains. On vient de recevoir 3 questions d'un coup. Il est 9h51. Je ne sais pas si on pourra toutes les adresser. Repentification en fait de la courbe OAT tout au long de l'année en fonction de l'évolution économique et budgétaire. Bien entendu, ça fait partie en fait des facteurs de risque et des facteurs de repentification. À la base, déjà, nous voyons davantage en fait de pontification de la courbe allemande comme de la courbe swap. Donc, il faudrait bien entendu un resserrement particulièrement important des spreads entre la France et l'Allemagne pour éviter en fait une telle configuration de repentification en Europe, donc, et notamment sur la France, pardon. Donc, compte tenu de nos anticipations en fait de spread entre France et Allemagne qui sont assez stables en fait, bien entendu, on va avoir davantage en fait de repentification sur la totalité des segments de la courbe française. Peut-être question pour toi, Adrien, et c'est peut-être la dernière, puisqu'on va devoir switcher sur la version anglaise. Quand est-ce qu'on peut anticiper en fait une dégradation de la note française à A+. Voilà, toutes les agences sont aujourd'hui à AA-. C'est quoi? C'est H2 2025, 2026? Ça va dépendre, c'est une très bonne question et c'est difficile d'y répondre parce qu'en réalité, ça va quand même dépendre, est-ce que le gouvernement, est-ce qu'on va réussir déjà à avoir un seul gouvernement d'ici, on va dire, des prochaines élections anticipées en juin-juillet, ou est-ce qu'on va avoir, je sais pas moi, 2, 3, 4 gouvernements d'ici cette période-là, peut-être pas 4, mais est-ce que la stabilité politique va se poursuivre au niveau de la stabilité gouvernementale va se poursuivre? C'est un premier point, puisque la stabilité institutionnelle est un critère extrêmement important pour les agences de notation. Est-ce que la France va arriver à se doter d'un budget et dans des délais relativement raisonnables, c'est-à-dire on va dire d'ici mars ou d'ici la fin du premier semestre, avant de possible élection anticipée? Donc ça, c'est des choses, je pense, qui seront très scrutées par les agences. Troisième point, c'est qu'il va quand même falloir, à un moment donné, envoyer une trajectoire de moyen terme à Bruxelles et quand même présenter des choses pour la réduction du déficit. Donc ça aussi, c'est des choses qui seront prises en compte par les agences. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a 2 agences qui sont perspectives stables, une agence qui est perspective négative avec Fitch. Il est possible que ça commence dès la fin d'année, notamment par Fitch, puisque en général, quand on passe en perspective négative, il faut à peu près 1 an dans les calendriers usuels pour que l'agence décide, soit on repasse à stable parce que les efforts ont été faits, soit les efforts n'ont pas été faits, donc on abaisse la note. Donc pour Fitch, en tout cas, c'est vrai que fin 2025, ça pourrait déjà arriver. Pour les autres agences, pour l'instant, c'est plutôt 2026 puisque c'est en perspective stable. Donc si on en croit le calendrier normal, on pourrait dire que c'est plutôt un sujet premier semestre 2025, puisque la France pourrait passer en perspective négative dès le premier semestre. Néanmoins, Moody's l'a montré, ça peut aller plus vite. Les agences ne sont pas tenues de prendre des décisions sur leur calendrier usuel. Elles peuvent le faire de manière anticipée. C'est des choses qui sont rares, plutôt appliquées pendant la crise des dettes souveraines, où là, dans un contexte où Moody's avait une notation supérieure, un petit peu supérieure à celle des autres agences. Néanmoins, voilà, si la situation politique et budgétaire venait à se dégrader, les agences pourraient agir plus vite qu'un scénario qu'on pourrait qualifier de central, de première baisse, de passage à A+ pour Fitch en fin d'année 2025 et pour les autres agences plutôt en 2026. Donc on a un an pour corriger la situation, pour éviter peut-être le single A+. Merci beaucoup Eya, merci infiniment aussi Adrien, il est 9h55, on va devoir vous laisser. Je tiens à vous remercier personnellement et au nom de la recherche également
pour votre attention et pour avoir été avec nous tout au long de l'année. Bien entendu, mes collègues de la recherche aussi, sans qui ces calls mensuels seraient beaucoup moins intéressants. On se retrouve très rapidement, bien entendu, puisque voilà, ça ne s'arrête pas, l'actualité, et d'ici peut-être un mois, on se reparlera pour parler un peu plus de ces perspectives 2025, pour reparler peut-être de nos anticipations sur les États-Unis avec voilà, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc une année 2025 qui s'annonce assez passionnante. Passez de bonnes fêtes. Profitez bien si vous prenez quelques jours, et on se dit à l'année prochaine. À très bientôt, au revoir. Merci à tous, merci Cyril, merci Aya. Au revoir et bonne fête. Très bonne fête de fin d'année.